je propose que nous débutions ce webinaire qui a pour thème central le règlement intérieur. Je remercie tout d'abord le MEDEF de l'Est parisien qui nous a fort gentiment proposé d'intervenir sur cette thématique, en particulier Madame Labose qui a eu de nombreux échanges avec nous sur ce thème. De notre côté, pour nous présenter rapidement, donc le cabinet PRK, nous sommes un cabinet spécialisé en droit social dans une optique 360 degrés, c'est-à-dire l'intégralité du droit social, le droit du travail, la sécurité sociale, l'hygiène, la sécurité, le droit pénal du travail. Et j'ai avec moi deux de mes consoeurs qui sont d'éminentes spécialistes en la matière, qui sont Émilie Tourlier et Emmanuel Levé, qui prendront la parole au fur et à mesure pour éviter qu'on me laisse parler trop longtemps, parce que j'ai une tendance à monopoliser la parole assez rapidement. Voilà. Débuter cette thématique sur le règlement intérieur, nous l'avons décomposé en plusieurs grands thèmes que nous allons décortiquer au fur et à mesure avec une approche essentiellement pratico-pratique. L'objectif n'est absolument pas de vous asséner des textes du Code du travail, des références de jurisprudence. Le but, c'est plus de vous mettre tout ça dans une perspective pratique au quotidien. Comment est-ce que oui ou non nous pouvons gérer la problématique du règlement intérieur. Alors, je vous rassure tout de suite, le document que nous avons préparé et qui va vous être projeté dès lors que j'aurai réussi voilà, à le faire défiler. Donc la présentation, il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus, c'est volontaire, c'est les grands thèmes. Le but, c'est d'éviter de monopoliser votre attention dessus. Nous vous ferons distribuer à l'issue de ce webinaire, vraisemblablement par l'intermédiaire du MEDEF, le support qui va comporter toutes les références juridiques et toutes les explications que nous aurons le plaisir de vous présenter au fur et à mesure de ce webinaire. Deuxième élément, vous avez normalement en bas de votre écran une partie questions-réponses qui va vous permettre de poser des questions. Nous prendrons un peu de temps à la fin de ce webinaire, une dizaine de minutes, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre ces questions à ce moment-là. Mais par contre, nous ferons un tir groupé, c'est-à-dire que pour éviter d'interrompre nos explications, on note vos questions et on les reprendra à la fin du webinaire pendant une dizaine de minutes. Voilà. Alors, rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est quelque chose dont on entend parler de longue date, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est un document qui évolue en permanence au gré des évolutions législatives, mais également au gré de notre bonne société qui a eu la bonne idée de nous faire traverser une pandémie qui a nécessité effectivement que l'on réfléchisse à l'évolution, au maniement du règlement intérieur au sein des entreprises. Alors la première question évidemment que l'on doit se poser quand on parle de règlement intérieur, c'est quelles sont les entreprises qui sont assujetties à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. Parce que sur ce point-là, les choses ont évolué. Avant le 1er janvier 2020, toutes les entreprises de plus de 20 salariés étaient assujetties à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. Depuis le 1er janvier 2020, ce seuil a été relevé et il est désormais de 50 salariés. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises de 50 salariés ont l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. Question qui vient tout de suite à l'esprit, 50 salariés, d'accord, mais comment apprécie-t-on ce seuil de 50 salariés? Alors, il y a une première réponse qui nous est fournie dans le Code du travail. Le Code du travail nous dit on apprécie le seuil de 50 salariés sur 12 mois consécutifs. Cela signifie que vous devez avoir atteint ce seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Ça veut dire aussi que si vous avez 50 salariés pendant 6 mois, vous descendez à 48 le 7e mois et vous remontez à 50 le mois suivant, vous n'entrez pas dans l'obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur. C'est vraiment 12 mois
consécutif, alors que précédemment, avant la mise en place des CSE et toute l'évolution législative qui a eu lieu autour de la représentation du personnel, on appréciait les effectifs sur 12 mois consécutifs ou non au cours des 36 derniers mois. Maintenant, c'est 12 mois consécutifs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est comment je comptabilise les salariés. Et bien, sur ce point-là, on comptabilise les salariés de la même manière qu'on les comptabilise en matière de représentation du personnel. Donc, c'est quelque chose qui est connu, il n'y a rien de très novateur là-dedans. Ça veut dire que un salarié à temps plein en CDI compte pour 1. Un salarié à temps plein en CDD de 6 mois compte pour 0,5. Un salarié à mi-temps en CDI compte pour 0,5 aussi, et on peut cumuler tout ça. Un salarié à mi-temps en CDD de 6 mois compte pour 0,25. Voilà. Et on applique ce modèle de calcul à chaque type de contrat. Alors, vous avez évidemment des règles spécifiques pour certains contrats spécifiques, mais je vous renvoie là-dessus à tout ce qui se fait en matière de représentation du personnel. Il n'y a vraiment rien de très particulier ou de très propre au règlement intérieur. La règle à savoir, c'est j'ai 50 salariés en équivalent temps plein pendant 12 mois, je dois mettre en place le règlement intérieur. Et je dois le mettre en place dans les 12 mois qui suivent. C'est une obligation légale. Alors ici encore, question, que se passe-t-il si pendant ces 12 mois, je redescends en deçà du seuil de 50 salariés? Eh bien, malheureusement, si vous redescendez pendant ce délai de 12 mois où vous devez mettre en place le règlement intérieur, vous redescendez en deçà du seuil, vous restez dans l'obligation de mettre en place le règlement intérieur, sauf à ce que cette baisse d'effectifs soit constante et dépasse les 12 mois. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué à suivre. Grosso modo, il faut attendre une deuxième année complète en étant passé sous le seuil de 50 salariés pour être libéré de l'obligation. Mon conseil pratique, c'est qu'à partir du moment où vous passez le seuil des 50 salariés sur 12 mois, il faut mettre en place le règlement intérieur. Il n'est pas opportun, et vous le verrez dans la suite des explications qui vous seront fournies par mes consoeurs, il n'est pas opportun de trop patienter avant la mise en place du règlement intérieur. Autre question, comme je l'ai dit au début, le règlement intérieur, avant le 1er janvier 2020, devait être mis en place dans les entreprises de plus de 20 salariés. Question toute bête, que se passe-t-il pour les entreprises qui, avant le 1er janvier 2020, rentraient dans l'obligation de mettre en place le règlement intérieur, mais qui aujourd'hui ne sont plus assujetties à cette obligation? Eh bien, si elles ont mis en place un règlement intérieur, ce qu'elles ont vraisemblablement dû faire puisqu'elles en avaient l'obligation, eh bien, le règlement intérieur perdure, et il perdure dans tous ses effets et dans toutes ses contraintes. Elles ne peuvent pas s'en départir. Alors, la doctrine indique que le règlement intérieur perdure jusqu'à sa dénonciation. Je ne vous cache pas que vous pourrez chercher longtemps sur les modalités de dénonciation d'un règlement intérieur. J'avoue que personnellement, je ne l'ai pas trouvé. On est sur un document atypique, on peut dénoncer un usage, est-ce qu'on peut dénoncer un règlement intérieur? C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, les seules entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation, c'est celles qui ont moins de 50 salariés depuis le 1er janvier 2020 et qui avaient moins de 20 salariés précédemment. Celles-ci ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur. Maintenant, elles ont toujours la possibilité de le mettre en œuvre. La question qui se posera, et vous le verrez dans les développements suivants, est-ce qu'il est opportun ou non de mettre en place un règlement intérieur alors que nous ne sommes pas assujettis à cette obligation? J'aurais tendance à être un peu normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça dépend véritablement de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. Un dernier point dans ce propos introductif, un avant-dernier point, pardon, quelle est la sanction? Je suis soumis à l'obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai des sanctions? Alors, première sanction qui est prévue par le Code du travail, c'est une sanction pénale. C'est une contravention de 4e catégorie qui est applicable si vous ne respectez pas votre obligation de mettre en place le règlement intérieur ou si vous ne respectez pas les modalités de mise en place du règlement intérieur. Mais la sanction, selon moi, la plus embêtante, si je peux utiliser ce terme, c'est celle de l'inopposabilité. Qu'est-ce que l'inopposabilité? L'inopposabilité, c'est de dire à un chef d'entreprise qui devait mettre en œuvre un règlement intérieur et qui ne l'a pas fait, eh bien qu'il ne peut pas utiliser
les outils qui normalement sont mis à sa disposition dans le règlement intérieur. Et parmi les outils qui sont mis à sa disposition dans le règlement intérieur, il y a le pouvoir de sanctionner. Ça veut dire que si vous ne mettez pas en place un règlement intérieur alors que vous en avez l'obligation, vous ne pourrez pas mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Pas de sanction. La seule exception, c'est le licenciement, parce que le licenciement trouve son origine dans la loi et non pas dans le règlement intérieur. Mais ça veut dire qu'entre-temps, vous ne pouvez pas faire de mise à pied, vous ne pouvez pas infliger d'avertissement, et donc vous vous retrouvez dans une situation bien embêtante. Ça, c'est vrai pour le pouvoir disciplinaire, mais c'est vrai également pour beaucoup d'autres mesures. Par exemple, s'agissant de l'hygiène et de la sécurité, vous risquez de vous trouver dans la situation de mise en cause de votre responsabilité pour non-respect de votre obligation de prévention parce que vous n'avez pas mis en œuvre dans votre règlement intérieur les mesures qui doivent être prises en matière d'hygiène et de sécurité, et celles que vous mettriez en œuvre en dehors de ce règlement seraient inopposables. Donc on est quand même dans une situation très embêtante. Et donc je vous invite instamment, si vous vous trouvez dans la situation de devoir mettre en œuvre un règlement intérieur, eh bien de le mettre en œuvre sans trop patienter. Dernier point sur la trame générale du règlement intérieur, c'est quel est son contenu. Alors, le contenu du règlement intérieur, il est prévu par le Code du travail, il est assez simple, c'est une suite de points. Je vais les citer, mais rapidement, parce que de toute façon, vous verrez que dans la suite de nos explications, on reprend une bonne partie de ces points. Alors, le premier élément qui est visé par le Code du travail, ce sont les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. On l'oublie trop souvent, mais le règlement intérieur est un outil à la disposition de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité. Le deuxième point, c'est le pendant de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, mais mise à la charge du salarié. C'est les conditions dans lesquelles le salarié peut être appelé à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés. Le troisième point, ce sont les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Là, c'est le pouvoir disciplinaire de l'employeur et notamment l'échelle des sanctions. Point suivant, les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés. Donc ça, c'est toutes les règles relatives aux entretiens préalables, mais également toutes celles qui pourraient être mises en place, on le verra tout à l'heure, sur les problématiques de contrôle de l'alcoolémie et sur les problématiques de contrôle des stupéfiants. On a évidemment les mesures relatives au harcèlement moral, sexuel, aux agissements sexistes qui doivent être rappelés dans le règlement intérieur. Et on a un petit nouveau qui est, mais on vous l'expliquera un peu plus en détail tout à l'heure, l'existence du dispositif de la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est ce que doit obligatoirement contenir le règlement intérieur. On a ensuite une disposition dans le Code du travail qui nous dit que le règlement intérieur peut contenir, on est là sur une faculté, des dispositions sur ce que l'on appelle le principe de neutralité, qui est un élément dont on a beaucoup entendu parler dans la presse et qui nous sera explicité également tout à l'heure, neutralité au sens neutralité religieuse. Voilà. Voilà donc les éléments que doit contenir le règlement intérieur. Et donc, ce sont des dispositions prévues par le Code du travail et que vous devez mettre en place, que vous devez rédiger quand vous mettez en œuvre un règlement intérieur. On va maintenant passer par les différents items que nous avons identifiés comme étant importants ou sur lesquels nous voulions alerter votre attention, qui sont l'hygiène, la sécurité, les conduites addictives, les clauses de neutralité, et puis on verra enfin les dernières mises à jour, et puis pour finir, les modalités de mise en œuvre du règlement intérieur. Alors, pour commencer sur l'hygiène et la sécurité, un point qui est marquant en matière de règlement intérieur, c'est que quand je vous ai cité les items sur ce que contenait le règlement intérieur, il y en a 6, je les ai recomptés encore. Sur ces 6 items, 4 sont relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Ce qui veut quand même dire que le règlement intérieur est un outil indispensable en matière d'hygiène et de sécurité. C'est un élément qu'on oublie un peu trop. La plupart du temps, lorsque l'on regarde les règlements intérieurs de nos clients ou les modèles que l'on trouve sur Internet, on en trouve quand même pléthore.
Eh bien, en matière d'hygiène et de sécurité, on vous dit juste que les salariés doivent respecter les règles d'hygiène et de sécurité mises en place dans l'entreprise. Eh bien, si cela était suffisant, ça se saurait et surtout, ça ne nécessiterait pas autant de points prévus par le Code du travail sur l'hygiène et la sécurité en matière de règlement intérieur. Et donc, quand je vous ai dit, vous avez 4 de ces points. Parmi ces éléments, vous avez donc, je l'ai repris là, et c'est le seul texte, je crois, qui est cité in extenso dans cette présentation, l'article 41.22.1 du Code du travail, où l'on voit que on est en matière d'hygiène et de sécurité. On parle d'instruction pour les problématiques de prévention et on voit que c'est dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Vous avez un rappel dans ce dispositif qui vous engage donc à mettre en œuvre des dispositions dans le règlement intérieur qui sont spécifiques au règlement intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez un contenu exclusif. La question est, quels sont le type de clauses que l'on peut ou que l'on doit retrouver dans le règlement intérieur en matière d'hygiène et de sécurité? Alors, les différentes clauses, c'est un exemple, la liste n'est pas limitative et elle doit être adaptée aux problématiques de votre entreprise. Mais vous avez par exemple l'obligation des salariés en matière de contrôle de la santé, c'est-à-dire le suivi des visites médicales. Vous pouvez, ou voire même vous devez, si vous voulez pouvoir le sanctionner derrière en cas de non-respect, indiquer dans votre règlement intérieur que le salarié doit respecter les règles en matière de visite médicale et notamment se rendre aux visites médicales lorsque celles-ci sont programmées pour lui. Vous avez par exemple la limitation sur la consommation d'alcool sur le lieu de travail, les modalités de recours aux alcotests, l'indication de la personne à prévenir en cas de danger grave ou imminent, l'obligation d'informer l'entreprise sur la survenance de tout accident du travail dont un salarié aurait connaissance. Tout ça sont des exemples de clauses. Hein. Évidemment, le port de ce que l'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. L'obligation du port des EPI doit se trouver dans le règlement intérieur. L'interdiction de porter des vêtements de travail en dehors du lieu de travail, c'est un exemple pour les entreprises qui fournissent un vêtement de travail à ses collaborateurs. Vous avez également, par exemple, l'application de la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme. Voilà des exemples de clauses que l'on doit faire figurer dans le règlement intérieur. Alors vous me direz ensuite, on entend, mais on arrive à vite se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas tout mettre dans le règlement intérieur? Est-ce que le règlement intérieur n'est pas un document qui va se retrouver à faire 250 pages parce qu'on aura l'obligation de tout y mettre? Et est-ce qu'on peut véritablement tout y mettre? Alors, premier point, il y a des clauses qui sont interdites. Et ça, c'est le Code du travail qui nous le dit. Quelles sont les clauses interdites? Alors, ça paraît simple, ça paraît bête, mais évidemment, on ne peut pas mettre dans un règlement intérieur des clauses qui seraient contraires à la loi, au règlement ou aux conventions collectives. Ça paraît bête, mais il est parfois utile de le rappeler. On a aussi les clauses qui apporteraient aux droits des personnes ou aux libertés individuelles et collectives des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Un exemple simple en matière de Covid, ça a été l'obligation qui a été mise dans certains protocoles sanitaires d'entreprise de tests de dépistage systématique de tous les collaborateurs à l'entrée de l'entreprise. Bon, là, on est effectivement sur une clause qui est disproportionnée et qui porte une atteinte disproportionnée aux libertés des salariés. Et évidemment, il est interdit d'inclure dans votre règlement intérieur des clauses qui seraient discriminatoires. Alors, on le verra tout particulièrement sur la clause de neutralité discriminatoire, ce serait viser une religion et pas viser toutes les religions. Là, on serait sur de la discrimination ou de la même manière, viser par exemple les femmes et non pas toute la population salariée, ce serait contraire à la loi et donc c'est des clauses qui ne peuvent pas figurer dans le règlement intérieur. Alors donc, comme je vous le disais, une fois qu'on a nettoyé notre règlement intérieur des clauses qui seraient irrégulières, donc on se pose la question, est-ce que je dois tout y mettre? Est-ce que tout le reste doit s'y trouver? Le Code du travail règle partiellement cette problématique avec ce qu'il définit comme étant les notes de service. Dans certaines conditions prévues par le Code du travail, les notes de service sont des annexes au règlement intérieur. Et quand je dis annexes au règlement intérieur, ça veut dire qu'elles ont le même pouvoir que le règlement intérieur, mais surtout elles doivent être mises en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Quelles sont ces notes de service? Ce sont les notes de service qui comportent des obligations générales et permanentes dans les domaines qui sont ceux
du domaine exclusif du règlement intérieur, c'est-à-dire les 6 domaines dont je vous ai parlé, l'hygiène et la sécurité, la sanction, le harcèlement sexuel, le lanceur d'alerte, etc., etc. Dans ces domaines-là, si vous prenez des notes de service, des notes internes, quel que soit le nom que vous allez leur donner, eh bien, ces notes-là sont des adjonctions au règlement intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sont des adjonctions au règlement intérieur? Ça veut dire que si vous prenez une charte, une note de service en matière de harcèlement moral et d'harcèlement sexuel, c'est une grande tendance dans les groupes d'avoir alors, la charte éthique en général et puis la charte sur le harcèlement. Ça veut dire que cette charte sur le harcèlement, dans laquelle vous direz évidemment que vous luttez farouchement contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et voilà les mesures que vous mettez en place, avec notamment, par exemple, des mesures d'enquête, eh bien, cette charte-là, a priori, devra être annexée à votre règlement intérieur et prise dans les mêmes conditions que votre règlement intérieur. Alors évidemment, toutes les notes de service et toutes les chartes ne sont pas des annexes au règlement intérieur. Que nous dit le texte pour savoir si la charte doit ou non être annexée? Eh bien, elle doit porter sur l'un des thèmes obligatoires du règlement intérieur, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Elle doit comporter des règles générales, c'est-à-dire qu'il doit s'adresser à tous les salariés ou à des catégories de salariés, mais avec une notion de généralité, donc ne pas viser une personne en particulier. Et les règles en cause doivent être permanentes. Euh, on a là un point qui pourrait poser problème, et on le verra après en matière de Covid, mais enfin bon, ce sont des règles qui sont permanentes. Et enfin, et surtout, ce sont des règles et non pas des mesures d'application. C'est là où on se retrouve sur une distinction qui n'est pas simple à appréhender. Il est difficile, à mon sens, de mettre en place une note de service qui ne contiendrait que des règles et aucune mesure d'application. Si je reprends mon exemple sur le harcèlement, la règle, c'est de dire que vous luttez contre le harcèlement et que tout comportement assimilable à du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel ou comportement sexiste, est interdit dans l'entreprise. Maintenant, si dans la même note, vous parlez de toutes les mesures que vous allez mettre en place pour lutter efficacement contre le harcèlement, eh bien là, on n'est plus sur la mise en œuvre de règles, on est sur la mise en œuvre de mesures d'application et a priori, on n'est plus dans une note de service qui devrait être annexée au règlement intérieur. Petit problème, et je ne vous cache pas que c'est un problème qui n'est pas totalement réglé par la jurisprudence, le texte qui impose l'annexion des notes de service au règlement intérieur dit bien ce sont les notes de service qui comportent des obligations générales et permanentes. Il ne dit pas qui comportent exclusivement des obligations générales et permanentes. Ce qui veut, à mon sens, dire qu'à partir du moment où vous avez une note qui comporte notamment des obligations générales et permanentes, des règles, mais aussi des mesures d'application, eh bien, la prudence voudrait que vous l'annexiez à votre règlement intérieur et que vous le mettiez en place dans les mêmes conditions et selon la même procédure que le règlement intérieur. Voilà, c'est un point qui est important parce que, encore une fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la sanction, c'est l'inopposabilité. Il est quand même dommage de réfléchir et de mettre en œuvre une charte par exemple, sur le harcèlement, et qu'on vienne nous dire elle n'est pas opposable. Et donc, si vous menez une enquête, que vous identifiez un comportement de harcèlement et que vous vouliez sanctionner le salarié, eh bien, vous dira que toute votre enquête est irrégulière parce qu'elle est inopposable, car prévue dans un document qui aurait dû être annexé, qui ne l'a pas été. Donc, encore une fois, la sanction est assez lourde. Un dernier point sur la partie hygiène et sécurité, et je laisserai la parole à mes deux consoeurs. Vous voyez bien que si on me laisse la parole trop longtemps, je la monopolise, donc c'est pas bon. La problématique du Covid. Alors, on a entendu beaucoup de choses en matière de Covid sur le règlement intérieur. Euh, tout n'est pas à garder, à conserver, et il faut avoir une certaine prudence sur certains des éléments. Alors la première problématique, c'est qu'en matière de Covid, on l'a tous vécu, le gouvernement a eu la gentillesse de mettre en place un protocole sanitaire unilatéralement sans respecter beaucoup de procédures. Et évidemment, c'est vite posé la question de l'opposabilité de ce document. Alors, d'un point de vue purement légal, ce document n'est pas impératif. C'est même pas une circulaire.
du gouvernement. Il est éventuellement opposable à l'administration, mais il n'est pas directement opposable à l'entreprise. Évidemment, si vous ne le mettez pas en œuvre, vous prenez malgré tout le risque de vous voir opposer le non-respect de votre obligation de prévention de la santé et de la sécurité dans l'entreprise, parce que le gouvernement vous dit, ben, voilà les mesures qu'il faut prendre pour vous assurer que tout fonctionne bien en matière de pandémie mondiale. Et évidemment, si vous ne l'écoutez pas, il est préférable d'avoir de très solides arguments. Et donc, le premier point qu'il apparaît utile de faire dans votre règlement intérieur, eh bien, c'est de rendre cette charte mise en place par le gouvernement opposable aux salariés. Alors, vous pouviez le faire de deux façons. La première façon, c'est de dire dans votre règlement intérieur, eh bien, le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement est opposable aux salariés, ou alors faire votre propre protocole, mais pour qu'il soit opposable aux salariés, eh bien, il va falloir l'annexer au règlement intérieur. Encore une fois, il comporte des éléments en matière d'hygiène et de sécurité, des règles, et donc son annexion devient importante. Alors évidemment, lorsque la pandémie est tombée et qu'il a fallu mettre en place en urgence ce protocole, c'est vite posé la question de la mise en œuvre, vous le verrez tout à l'heure, mais la mise en œuvre d'un protocole sanitaire, la procédure à suivre ne s'accommode pas de l'urgence sanitaire. Et le Code du travail a tout prévu, puisque vous avez une disposition dans le Code du travail qui dit que lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE ainsi qu'à l'inspection du travail. Ça veut dire que vous pouviez en urgence mettre en œuvre une charte sur le fonctionnement de l'entreprise face à la crise sanitaire. Et ce document, ce protocole sanitaire, vous le mettiez en place immédiatement avec pour seule obligation celle d'en informer finalement, de le communiquer au secrétaire du CSE et à l'inspection du travail. Alors, le petit problème dans tout ça, c'est que cette mesure d'exception qui permet de mettre les choses en urgence, elle s'applique, encore une fois, pour les obligations relatives à la sécurité qui doivent recevoir une application immédiate lorsque l'urgence le justifie. Le Covid, ça fait maintenant plus de 2 ans que nous vivons avec. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous mettez en œuvre une règle applicable au Covid, est-ce qu'on peut toujours faire état de l'urgence? Est-ce que l'urgence, c'est la façon dont je dois mettre en œuvre la norme, ou est-ce que c'est l'urgence par rapport au thème que je mets en œuvre, c'est-à-dire la crise sanitaire? Ces questions-là sont sans réponse à aujourd'hui, et j'aurais tendance à vous dire qu'à partir du moment où l'urgence se pérennise dans le temps, il est préférable d'entériner votre document relatif au protocole sanitaire dans le règlement intérieur, dans une note de service, mais en suivant les prescriptions classiques de la mise en œuvre du règlement intérieur. Encore une fois, au départ, l'application immédiate, mesure d'urgence, si elle perdure dans le temps, il est préférable de l'instaurer de manière solide dans le règlement intérieur. Voilà les quelques éléments, et je précise sur ce dernier point, évidemment, que malheureusement, nous n'avons pas de réponse précise de l'administration. L'administration nous a dit, vous pouviez le mettre en urgence, mais elle n'a pas donné les suites, et la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée. Donc, c'est un point sur lequel, malheureusement, nous laisserons la question en suspens. Nous allons ensuite maintenant aborder la problématique, alors, qui est une suite de l'hygiène et de la sécurité, qui est celle des conduites addictives. Et je cède la parole maintenant à ma consoeur Émilie Tournier. Merci Lionel et bonjour à tous. On a fait effectivement le choix d'aborder la question des conduites addictives parce qu'il faut quand même savoir que près de 15 à 20% des accidents du travail, des absences, des conflits que vous pouvez avoir sur les lieux de travail entre les salariés sont liés à l'usage, à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Donc effectivement, c'est pas une question à prendre à la légère. Et d'ailleurs, dans le plan de santé au travail, le 3e plan de santé au travail
travail qui avait été mis en place entre 2016 et 2020, effectivement, l'une des actions prioritaires était celle relative à la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Alors, sur l'alcool, plus particulièrement la question de la consommation, distribution et introduction d'alcool. Vous connaissez le principe posé par le Code du travail qui est une interdiction d'introduire, de distribuer et de consommer dans les locaux et sur les lieux de travail des boissons alcoolisées, excepté le vin, la bière, le cidre et le poiré. Ce sont des exceptions. Ces 4 exceptions sont limitativement prévues par le Code du travail. Vous avez également l'interdiction de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ébriété. Le principe donc en matière d'alcoolémie, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction stricte et absolue de consommer de l'alcool. Vous avez la possibilité, effectivement, sur les lieux de travail, d'encadrer, sous réserve de respecter les boissons alcoolisées visées précédemment, vous avez la possibilité, effectivement, d'encadrer la consommation et la distribution d'alcool, notamment dans des moments de convivialité, des repas, des fêtes, des soirées. Vous avez également la possibilité d'encadrer les lieux où se dérouleront ces événements. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez quand même, dans le cadre de votre obligation de sécurité et votre politique de prévention, la possibilité tout de même en tant qu'employeur de limiter de limiter la consommation de boissons alcoolisées. Et pour ça, vous devez le faire en arguant d'un motif, bien évidemment, qui est celui de la sécurité des collaborateurs. Et donc, vous devez justifier cette limitation voire cette interdiction au regard des risques de sécurité auxquels sont exposés les salariés. Néanmoins, ça veut dire que dans votre règlement intérieur, vous devez avoir une démarche préalable qui est d'identifier quels sont les risques qui existent dans l'entreprise au regard des tâches qui sont confiées, au regard de l'activité de l'entreprise. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de lister expressément dans le règlement intérieur les fameux risques un à un. Vous pouvez vous contenter effectivement d'expliquer qu'il existe des risques au regard des fonctions et des tâches exercées par les collaborateurs pour pouvoir encadrer la consommation d'alcool sur les lieux de travail. En matière de contrôle et de dépistage, donc vous avez la possibilité effectivement au titre de votre obligation de sécurité, bien évidemment, en matière de santé au travail, mais également au titre de la politique de prévention, et ces 2 obligations à coordonner et à concilier avec le respect des libertés individuelles des salariés, vous avez la possibilité de prévoir dans le règlement intérieur la réalisation de contrôles d'alcoolémie. Dans ce cas-là, que doit contenir le règlement intérieur ? Il doit contenir 3 dispositions. Le principe, c'est-à-dire l'existence même d'un contrôle et la possibilité pour l'employeur de réaliser des contrôles. Les modalités de réalisation de ces contrôles, comment ils vont être faits. Vous avez aussi, bien évidemment, comme deuxième clause à insérer la possibilité pour le salarié de contester le résultat du contrôle d'alcoolémie et de solliciter une contre-expertise en matière d'alcoolémie, c'est-à-dire la réalisation d'un nouveau test d'alcoolémie. Effectivement, on a dit, rappeler que ces contrôles d'alcoolémie sont justifiés au regard de la nature des tâches qui sont confiées aux salariés et si l'état d'ébriété serait de nature à exposer les biens et les personnes à un danger. Et c'est important, effectivement, de bien rappeler ces principes. Quelques exemples, bien évidemment, sur des natures de tâches dont les conduites en état d'ébriété pourraient porter atteinte à la sécurité et aux biens. Lorsque vous exercez des fonctions de chauffeur, de conducteur d'engin, vous travaillez sur des machines dangereuses, vous manipulez des produits dangereux ou vous êtes sur des chantiers ou dans des usines, effectivement, là, vous avez tout intérêt à pouvoir prévoir la réalisation de tests d'alcoolémie pour garantir et veiller à la sécurité des collaborateurs. Quels sont les types de tests que vous pouvez réaliser dans l'entreprise? Ils sont de 2 ordres, les éthylotests et les tests salivaires. En revanche, tout ce qui est test sanguin, prise de sang, n'est pas possible et ne pourra jamais être réalisé dans l'entreprise par l'employeur, puisque seul un médecin, puisqu'on considère que les prises de sang sont des examens biologiques, seul un médecin pourra, avec le consentement du salarié, bien évidemment, procéder à une prise de sang, notamment par exemple un médecin du travail ou un médecin après dans le cadre de la vie, mais là on rentre dans la vie privée du salarié, donc c'est là où il y a une certaine limite.
En revanche, vous n'êtes pas obligé de préciser dans votre règlement intérieur quelles sont les personnes qui sont habilitées à procéder à ces tests. Ce qui vous laisse quand même une certaine latitude. Ça peut être effectivement, vous pouvez désigner vous, si vous voulez, je dirais sans l'inscrire dans le règlement intérieur, quelles sont les personnes habilitées à le faire. Ça peut être la hiérarchie ou des personnes dédiées dans un service, mais vous n'êtes pas obligé de préciser expressément dans le règlement intérieur. Vous, en revanche, vous savez que ces personnes seront tenues au secret professionnel, alors pas au secret médical parce qu'elles ne sont pas médecins, bien évidemment, mais au secret professionnel s'agissant du résultat positif ou négatif, quel qu'il soit d'ailleurs, de ce test. Donc, c'est impératif. Donc, vous pouvez rappeler le principe du secret professionnel, mais vous êtes ensuite, encore une fois, pas tenu de préciser quelles sont les personnes qui vont réaliser ces tests. Et vous n'êtes pas non plus tenu de préciser dans le règlement intérieur à quel moment vous allez réaliser ces tests. Là-dessus, il y a eu plusieurs décisions de la Cour de cassation assez intéressantes, puisque les collaborateurs remettaient en question l'heure finalement à laquelle l'employeur avait procédé à ces tests. Et la Cour de cassation est venue préciser que l'employeur peut réaliser ces tests à tout moment de la journée. Ça peut être donc en début de travail, en prise de poste, au milieu de la journée, notamment après un repas, ou même en fin de journée. En revanche, vous devez rester dans la latitude des horaires de travail du collaborateur. Ça, c'est impératif. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de préciser spécifiquement à quel moment. Ça peut être donc des contrôles aléatoires réalisés par l'employeur. Un salarié peut-il refuser de réaliser un test d'alcoolémie? Oui, il a la possibilité de le refuser, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas le contraindre et le forcer. La seule, je dirais, possibilité que vous avez, c'est de recourir et de faire appel au service de police ou de gendarmerie. Alors, ce n'est pas qu'on sort les grands moyens, mais ce sont les seules personnes habilitées légalement à imposer la réalisation d'un test, que ce soit sur le lieu de travail ou pas d'ailleurs. Et effectivement, la Cour de cassation est venue préciser que vous n'avez pas l'obligation de faire mention dans le règlement intérieur de la possibilité pour l'employeur justement d'avoir recours à un test réalisé par les services de gendarmerie ou les services de police. Pourquoi réaliser ou pourquoi prévoir dans le règlement intérieur la réalisation de tests d'alcoolémie? Parce que vous devez effectivement, comme l'a expliqué Lionel Ascovici tout à l'heure, vous êtes dans le cadre d'une politique de prévention d'hygiène et de la sécurité et le règlement intérieur est le document finalement dans lequel vous avez la possibilité d'agir et de mettre en œuvre, de prévoir des mesures protectrices et de veiller et par lesquelles vous veillez à votre obligation de sécurité en veillant à la santé et à la sécurité des salariés. Vous avez aussi un autre enjeu en tant qu'employeur qui est celui de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Le pouvoir disciplinaire, il est large puisque vous pouvez aller du prononcé d'une simple sanction, dont il a été rappelé tout à l'heure qu'il est très important de bien lister les sanctions dans votre règlement intérieur. Et je précise notamment la durée des mises à pied disciplinaires qui sont parfois et malheureusement trop souvent oubliées. Important de préciser que la durée maximum de votre mise à pied disciplinaire, parce que sinon vous avez un risque d'inopposabilité vis-à-vis des salariés. Et vous pouvez donc partir d'une simple sanction disciplinaire à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute simple, voire pour faute grave. Donc, c'est aussi important pour l'employeur de montrer qu'effectivement, il ne tolère pas des comportements qui pourraient effectivement avoir des conséquences sur les biens et les personnes, puisque effectivement, il a été jugé maintenant par la Cour de cassation qu'un licenciement peut parfaitement être valable dès lors qu'il est fondé sur un test d'alcoolémie et il est valable à la double condition suivante. D'une part, que votre règlement intérieur prévoit l'existence même d'un test d'alcoolémie, sinon bien évidemment ce n'est pas possible, et les modalités de ce contrôle et la possibilité pour le salarié de s'y opposer. Mais surtout, deuxième condition, il faut qu'effectivement la consommation d'alcool soit susceptible d'exposer à un danger. Et sous couvert effectivement de cette notion de danger et de veiller à la sécurité de vos collaborateurs, vous avez en tant qu'employeur la possibilité de sanctionner des salariés. Et c'est effectivement extrêmement important de pouvoir, c'est aussi une question d'exemplarité et pour pouvoir permettre à l'employeur de montrer que de tels comportements ne sont pas autorisés dans l'entreprise.
versus maintenant, après l'alcool, je dirais les stupéfiants et la drogue. Il ne faut pas croire que c'est anecdotique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les statistiques montrent qu'effectivement, malheureusement, beaucoup de collaborateurs, dont on sait ou pas d'ailleurs, sont parfois sous l'emprise de la drogue en milieu du travail. Donc, c'est aussi la possibilité, au travers du règlement intérieur, même si vous ne vous en servirez que occasionnellement, mais la possibilité de pouvoir agir aussi sur ce terrain-là. Alors là, par contre, contrairement à l'alcool, vous savez que la consommation, distribution et introduction de stupéfiants et de drogue est strictement interdite, prévue par le Code de santé publique, et donc est susceptible de sanctions pénales. Vous avez donc la possibilité, dans le cadre de votre règlement intérieur, de prévoir des contrôles et des tests, toujours sous couvert de votre obligation de sécurité, aux fins de protéger la santé et la sécurité des salariés, et tout en conciliant les libertés individuelles. Alors, dans le règlement intérieur, cette fois-ci, que doit-il prévoir? Il doit donc, comme en matière d'alcoolémie, prévoir la possibilité de recours à un test de dépistage. La deuxième je dirais, condition obligatoire, clause devant figurer dans le règlement intérieur, c'est celle relative aux postes concernés sur les tests. Pardon. À la différence de l'alcool, vous avez là une condition qui est beaucoup plus contraignante pour l'employeur, puisque vous devez expressément lister quels sont les postes sur lesquels les tests, qui est donc occupé par des salariés, sur lesquels les tests pourront être réalisés. Et il est aujourd'hui considéré que ne peuvent être finalement testés que les salariés qui occupent des postes dits de sûreté ou de sécurité, autrement dit des postes à risque, où l'on considère que l'une défaillance humaine ou même un simple défaut de vigilance peut entraîner des conséquences graves pour soi-même et pour autrui. Cette liste de postes, vous devrez la réaliser de concert avec le CSE, puisque vous devrez consulter le CSE sur cette liste de postes ouvrant droit à la réalisation de tests de dépistage en matière de stupéfiants. Vous pouvez bien évidemment aussi avoir une concertation au préalable avec le médecin du travail. Ça veut dire donc que pour les autres salariés qui ne sont pas visés expressément par ces fameux postes listés dans le règlement intérieur, vous ne pourrez pas imposer et leur demander de réaliser des tests de dépistage. Finalement, la seule possibilité que vous avez, c'est de les orienter vers la médecine du travail qui, elle, après, prendra et discutera avec le collaborateur. Mais malheureusement, le seul fait, je vous donne un exemple concret, le seul fait de savoir que vous avez un collaborateur qui travaille dans un bureau, qui est derrière un ordinateur, dont vous savez qu'il consomme et qu'il use régulièrement de stupéfiants, ça ne vous autorise pas, même si c'est marqué dans le Code du travail, dans la mesure où il n'occupe pas un poste à risque, ça ne vous autorise pas à réaliser un test de dépistage. Donc votre politique, malheureusement, de prévention a une limite à ce niveau-là. Vous devez passer par un autre moyen. Voilà. Vous ne pouvez pas en tout cas réaliser un tel test. Autre disposition qui doit être prévue, comme en matière d'alcoolémie, dans le règlement intérieur, c'est la possibilité pour le salarié de contester, d'être assisté pendant le test et de contester le résultat du test et de solliciter une contre-expertise aux frais de l'employeur en réalisant par exemple un autre test de dépistage ou sinon un test sanguin, mais dans ces cas-là qui sera réalisé à l'extérieur de l'entreprise. Quel test peut-on faire dans l'entreprise? Il n'y en a qu'un, c'est le test salivaire. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a de nombreuses controverses sur les tests salivaires, notamment sur la question de la fiabilité des tests qui sont disponibles sur le marché. Pareil, puisque un test salivaire ne permet pas d'avoir la quantité, effectivement, de substances détectées dans l'organisme. La réalisation d'un test ne vous donne l'existence de stupéfiants dans l'organisme qu'à un instant T et ne vous permet pas, en réalité, de savoir si on est sur une addiction ou pas à la drogue. Donc là aussi, effectivement, vous avez un certain débat. Très rapidement, il faut savoir que le Conseil d'État a jugé licite une clause d'un règlement intérieur, par exemple dans une entreprise du bâtiment, pour pouvoir soumettre des salariés à des postes dits hypersensibles à la réalisation de tests de dépistage. Aucune difficulté. La Cour européenne des droits de l'homme également. Alors, c'était des tests urinaires au Danemark pour une équipe de sauvetage de compagnie de ferry, mais en tout cas, ça a été validé au niveau européen. La Cour de cassation, elle ne s'est pas expressément prononcée sur la validité de ces tests, mais elle a implicitement admis leur validité en considérant que l'employeur, en dehors même de la présence d'un médecin, pouvait réaliser ces tests dans l'entreprise sans difficulté, et c'était pour des machinistes de la SNCF, c'était sur un arrêt de 2012. Qui peut pratiquer ces tests? Là aussi, controverse, parce que l'administration considère que seul un médecin peut le faire, alors que la Cour de cassation et le Conseil d'État
admettent tous les deux que l'employeur peut réaliser un tel test, même en dehors de la présence d'un médecin, à condition bien évidemment de conserver le secret du résultat. Et le Conseil de l'ordre des médecins vient nous dire que le médecin du travail n'est pas compétent, enfin ça ne rentre pas dans l'ordre des missions du médecin du travail que de réaliser de tels tests. Donc c'est vrai qu'on marche quand même sur des œufs, il faut faire extrêmement attention, et notamment j'attire votre attention si l'un des salariés que vous avez contrôlé est un salarié protégé et sur lequel vous envisagez d'engager une procédure de licenciement, vous devez donc solliciter l'autorisation auprès de l'inspection du travail. Et si vous vous trouvez devant l'administration, l'inspection du travail pourrait très bien vous dire et considérer que ce test n'est pas opposable, puisque l'administration, elle, considère que seul un médecin peut réaliser un test. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que, effectivement, si vous pouvez derrière mettre en œuvre votre pouvoir disciplinaire, vous aurez effectivement des difficultés. Vous pourrez être confronté à certaines difficultés, notamment aussi à savoir si finalement cette consommation de drogue, elle a eu lieu au temps et au lieu de travail, puisque vous savez que dans l'organisme, les stupéfiants restent très longtemps et sont présents très longtemps et peuvent être détectés pendant de nombreux jours, voire de nombreuses semaines, à la différence de l'alcool. Donc, il y a aussi une possibilité pour le salarié de contester en indiquant qu'effectivement, ça ne s'est pas passé au lieu, au temps de travail. Et encore une fois, quelle est aussi par rapport à cette présence de stupéfiants dans l'organisme, quel est l'effet qu'il peut avoir sur le collaborateur. Voilà, donc ces difficultés-là, en matière de drogue, il faut être prudent. Comme vous le rappelez tout à l'heure, Lionel Escovici, même si vous n'êtes pas soumis à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur et que vous souhaitez, compte tenu de l'activité des postes occupés dans votre entreprise, vous souhaitez prévoir la mise en place de tels tests, c'est tout à fait possible, à condition de le faire par note de service, tout en respectant la procédure que vous a expliquée tout à l'heure Lionel Escovici. Et maintenant, je passe la parole à ma consoeur Emmanuelle Levé. Bonjour à tous, je réactive mon micro et puis le temps passant, on voudrait quand même prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je vais être un petit peu synthétique sur cette clause de neutralité. Donc, cette clause qui mérite quand même l'attention et toute l'attention de l'employeur lorsqu'il rédige son règlement intérieur, son projet de règlement intérieur, puisqu'on verra qu'il sera soumis à un certain nombre de formalités pour entrer en vigueur. Est-ce qu'il est possible d'interdire à un ou plusieurs, enfin aux salariés de façon générale, d'exercer ou de manifester leurs convictions dans l'entreprise? C'est une question qui s'est posée et qui se pose encore, notamment à l'occasion de la manifestation des convictions religieuses. Et l'exemple le plus fréquemment, mais pas uniquement, mais le plus fréquemment rencontré, c'est celui du port du voile islamique, entre autres exemples. La loi est venue légiférer, il y a eu quelques tentatives de projet de loi qui ont d'abord avorté, et puis la loi El Khomri, donc c'est la loi du 8 août 2016, est venue introduire un article 1321-2-1 dans le Code du travail, dont je vous donne lecture, il est rapide. Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Eh bien, on voit qu'on peut restreindre la manifestation des convictions, donc on ne parle pas seulement des convictions religieuses, ça pourrait être éventuellement d'autres convictions, pourquoi pas politiques à titre d'exemple. Donc c'est un texte qui dépasse le strict cadre religieux, on est vraiment sur un principe de neutralité générale. On voit ensuite que ces restrictions doivent être justifiées par l'exercice des libertés ou bien par d'autres libertés. C'est le principe qu'on connaît bien en liberté publique de ce qu'une liberté peut en restreindre une autre, ou bien être restreinte par les tâches, par la spécificité de l'activité de l'entreprise ou des tâches à accomplir par le salarié. Et dans tous les cas, ces restrictions, comme il s'agit de restreindre l'exercice d'une liberté publique, ces restrictions doivent être strictement limitées au but recherché. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire que la clause de neutralité, elle peut être inscrite dans le règlement intérieur, ça c'est officiel et c'est prévu par le texte. Si je veux pouvoir me prévaloir d'une clause de neutralité à l'égard d'un salarié et la lui opposer, elle doit être inscrite dans le règlement intérieur. Si la clause de neutralité n'est pas inscrite dans le règlement intérieur, quand bien même j'aurais convenu, quand bien même avec un salarié, pourquoi pas de façon contractuelle, d'une restriction à sa liberté d'exprimer ses convictions, eh bien, ça ne sera pas opposable au salarié. Il faut que ce soit dans le règlement intérieur pour que ce soit opposable. Donc, c'est une condition nécessaire pour pouvoir limiter ou restreindre l'exercice des libertés par le salarié. Mais attention toutefois,
Si c'est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition suffisante pour pouvoir limiter ou restreindre l'exercice des libertés, puisque, une fois encore, je vous le disais, la loi a prévu que pour qu'il y ait une restriction, il faut qu'elle soit justifiée par la nature des tâches à accomplir dans l'entreprise, il faut qu'elle soit justifiée par l'exercice d'autres libertés, et surtout, enfin, ou une liberté ou les tâches à accomplir, et également qu'elle soit limitée au but recherché, strictement limitée au but recherché. On a deux illustrations jurisprudentielles qui sont intéressantes, un arrêt de 2020, un arrêt de 2021. Donc, vous voyez, c'est relativement récent et c'est intéressant. Dans une première affaire, un salarié refusait de couper sa barbe qui était considérée par l'employeur comme la manifestation de ses convictions religieuses. On n'a pas posé la question de savoir si oui ou non c'est la manifestation d'une conviction religieuse. On n'est pas sur ce terrain-là, on est vraiment sur le terrain de est-ce que l'on peut lui demander de couper sa barbe. Et l'entreprise disait, mais moi, j'ai des clients qui ne sont pas d'accord et que ça choque, donc je dois, moi, dans le cadre de l'exécution de mes prestations à l'égard de mes clients, de ma clientèle, présenter des salariés qui répondent à une présentation qui s'oppose au port de cette barbe que j'estime être la manifestation d'une conviction religieuse. La Cour de cassation a dit non. Et elle a dit non, pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas parce que mes clients me demandent que c'est valable. C'est-à-dire que lorsque je restreins la liberté de ce salarié, je ne peux pas considérer que la demande de mes clients est un motif valable, je ne peux pas considérer que c'est une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Donc, ça n'était pas suffisant. Le fait de dire ça, ce sont mes clients qui me demandent, ça ne suffit pas. Un autre arrêt, une autre illustration de ce principe et de ses applications, c'était une enseigne de prêt-à-porter qui indiquait que ces vendeuses devaient avoir toutes un uniforme et une présentation homogène, et qui, dans ce cadre-là, avait demandé à une salariée de ne pas porter le voile islamique, et comme elle l'avait refusé, elle avait été sanctionnée, donc par un licenciement. Elle conteste, elle estime que c'est une mesure discriminatoire, et l'employeur dit non, moi j'ai prévu tout ça dans mon règlement intérieur, et puis surtout, nous avons une politique commerciale qui fait que la présentation de nos vendeurs et vendeuses revêt un caractère d'une particulière importance, et voilà, le port du voile islamique ne rentre pas dans notre politique, en quelque sorte. C'est objectif, et c'est pareil pour tout le monde. Et la Cour de cassation a dit non, c'est pas parce que c'est votre politique que ça suffit. Donc, j'en reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, la clause dans le règlement intérieur, la clause de neutralité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est pas parce que j'ai décidé que ma politique serait celle-ci, c'est pas parce que mes clients exigent de moi qu'il ne faut pas porter le voile ou ne pas porter telle barbe, etc., que je peux l'imposer à mes salariés. Le meilleur exemple de ce qui serait une utilisation parfaitement régulière de cette clause de neutralité, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour des questions de sécurité, parce que je suis quelqu'un qui travaille sur une ligne industrielle, et si avec tel voile, telle barbe, etc., il y a des questions de sécurité et ça peut mettre en danger la sécurité du salarié, voire même des autres salariés, alors là, je peux interdire. Là, on est vraiment dans l'exemple de ce qui est tout à fait légitime. Et au milieu, on va avoir une zone qui n'est pas toujours très facile à déterminer. Attention, avant de repasser la parole, la sanction, c'est que si vous licenciez un salarié pour avoir, par exemple, refusé d'ôter son voile, de couper sa barbe, etc., si votre clause n'est pas valable et si la mise en œuvre de votre clause n'est pas légitime, la sanction, elle est lourde, puisque c'est une clause, c'est une nullité de licenciement. C'est un licenciement qui va être considéré comme discriminatoire, parce que reposant sur un motif discriminatoire qui est la liberté de la religion. Donc, un licenciement nul, c'est un licenciement qui est très sévèrement sanctionné, puisque ça peut aller jusqu'à la réintégration du salarié avec le paiement des salaires dont il aura été privé durant la période de son éviction. Donc, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions, tant dans la rédaction de la clause que dans sa mise en application en pratique. Et je repasse la parole, je crois, à Émilie pour les dernières mises à jour du règlement intérieur.
Merci Emmanuel pour ces précisions. Effectivement, quelques minutes juste pour aborder la question de la mise à jour du règlement intérieur. Alors, si normalement vous êtes tous bien à jour, vous avez en principe à ce jour dû faire 2 mises à jour ou une mise à jour du règlement intérieur. Rien de compliqué. Pourquoi la mise à jour du règlement intérieur? Tout simplement parce que l'article 1321-2 du Code du travail liste ce que doit contenir le règlement intérieur, comme vous l'a rappelé tout à l'heure Lionel Escovici, et notamment, on vous dit les dispositions relatives au harcèlement moral, sexuel et aux agissements sexistes, et puis maintenant, l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Autrement dit, vous devez tout simplement mettre à jour, si on regarde le harcèlement sexuel, vous savez que c'est la loi du 2 août 2021 qui a effectivement élargi la définition du harcèlement sexuel pour y intégrer les propos et les comportements à connotation sexiste qui sont désormais constitutifs de harcèlement sexuel. Cette loi est donc entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022 et donc ce que vous devez faire, c'est simplement dans votre règlement intérieur, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on cite in extenso les dispositions de l'article 1153-1 du Code du travail qui n'est autre que la définition même du harcèlement sexuel. Vous devez donc mettre à jour votre règlement intérieur en reprenant les bonnes dispositions du Code du travail, tout simplement. Donc, rien de bien compliqué. Et autre mise à jour que vous avez dû faire en principe avant le 1er septembre dernier, c'est celle relative aux lanceurs d'alerte. Alors, vous savez que le lanceur d'alerte est un statut qui existe depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et dont le dispositif de protection légale a été renforcé par la loi du 21 mars 2022, qui est donc entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Donc, que doit contenir concrètement le règlement intérieur sur cette question-là? Le Code du travail nous dit uniquement l'existence du dispositif légal de protection des lanceurs d'alerte. J'allais dire, vous n'avez même pas l'obligation de rappeler ce que c'est que la définition du lanceur d'alerte. Moi, je le préciserai quand même dans le règlement intérieur, mais encore une fois, finalement, c'est une faculté. L'obligation de l'employeur, c'est de rappeler que si un salarié se prévaut de la qualité et du statut de lanceur d'alerte ou fait un signalement à ce titre, il dispose d'une protection légale, puisque je vous rappelle qu'aucun salarié qui donc se prévaut du statut de lanceur d'alerte ne peut faire l'objet d'une sanction, d'être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte. C'est uniquement ça que vous devez préciser dans votre règlement intérieur. Précision également, vous n'êtes pas tenu de marquer dans le règlement intérieur la procédure d'alerte et de signalement qui est mise en place dans l'entreprise et qui existe dans l'entreprise lorsque vous signalez, lorsque vous vous prévalez d'être de lanceur d'alerte. Parce que je vous rappelle que dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur doit, de concert avec le CSE, mettre en place une telle procédure interne. Donc la procédure doit exister, mais elle ne doit pas nécessairement figurer dans le règlement intérieur. Et j'en ai terminé pour ces dernières précisions de mise à jour et je crois que je repasse la parole à Emmanuel sur les modalités et les formalités d'enregistrement du règlement intérieur. Voilà, merci. Alors, on va faire rapidement parce que je crois que l'heure arrive, on voudrait répondre aux questions. Et d'ailleurs, là, je vais répondre à la question que vous avez posée, Laura, au début. Le règlement intérieur, donc, c'est un document qui est écrit. C'est un document qui est préparé par l'employeur de façon unilatérale. En revanche, une fois qu'il a préparé son projet de règlement intérieur, l'employeur doit le soumettre à la consultation du CSE. Alors, on ne demande pas un avis favorable du CSE, mais il faut néanmoins le consulter, donc lui demander son avis. Et cet avis est important puisque l'employeur devra en justifier auprès de l'inspection du travail. Il y a effectivement des formalités de dépôt du règlement intérieur. Il va être déposé au greffe du Conseil de prud'homme et il doit également être communiqué à l'inspecteur du travail. Et c'est là que la communication à l'inspecteur du travail, donc en 2 exemplaires, doit être accompagnée de l'avis du CSE. Donc, si on n'a pas de CSE, il faut justifier d'un PV de carence. Sinon, le règlement intérieur ne sera pas régulièrement déposé auprès de l'inspection du travail. L'inspecteur du travail va, le cas échéant, faire des observations à l'employeur. Il peut vous enjoindre de supprimer telle ou telle clause qu'il estime non régulière. Donc, la réponse, s'il y en a une, de l'inspection du travail est importante. J'ouvre une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que l'employeur ne dit rien
que toutes les clauses sont purgées de tout vice, c'est-à-dire que l'employeur pourrait très bien ne pas contester une clause de neutralité qui est inscrite dans le règlement intérieur. Pour autant, dans votre relation individuelle avec tel ou tel salarié auquel vous auriez opposé cette clause, celui-ci pourra éventuellement contester la clause ou la façon dont elle a été mise en application. Donc, ce n'est pas une validation, l'absence de réponse de l'employeur. Il pourrait y avoir un rescrit, c'est-à-dire qu'on pourrait expressément demander à l'inspection, l'absence de réponse de l'inspection du travail, pardonnez-moi, ma langue a fourché. On peut faire un rescrit, donc on peut demander expressément à l'inspection du travail si telle clause est valable, mais quand on lui envoie le règlement intérieur de façon générale sans faire de rescrit, son silence ne vaut pas acceptation. Le règlement intérieur doit être publié, et donc Laura, vous nous demandiez s'il faut nécessairement afficher le règlement intérieur sur tous les lieux de travail, notamment des petits magasins où il y a 2, 3, 4 personnes. L'affichage du règlement intérieur, c'était la voie royale de la publicité, puisque d'abord avant, on n'avait pas nécessairement tous les outils informatiques qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et puis parce que également, le règlement intérieur, il a vocation à s'appliquer à des personnes qui vont rentrer dans les locaux, qui ne sont pas nécessairement des salariés de l'entreprise. Et donc, pour pouvoir leur opposer éventuellement nos règles de sécurité à ces personnes extérieures, des prestataires, etc., eh bien, l'affichage du règlement intérieur, c'est l'outil idéal. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire puisque le texte nous dit bien qu'il est porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès au lieu de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, comme on le voit assez classiquement, que lorsque le jour de l'embauche, on remet un exemplaire du règlement intérieur aux salariés, lorsque le règlement intérieur est à la disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise, eh bien, tout ça, ce sont des formalités de publicité qui sont parfaitement valables. Donc, le règlement intérieur doit-il être affiché? La réponse, c'est que pas obligatoirement, mais c'est vivement recommandé. Une fois encore, si vous avez beaucoup de passages dans les locaux, là pour le coup, c'est vivement et fortement recommandé. Les sanctions, si on ne respecte pas ces formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité, elles sont assez redoutables puisque le règlement intérieur n'est pas opposable aux salariés. En revanche, eux peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'employeur. Et un règlement intérieur qui n'est pas opposable à un salarié, ce sont des sanctions qui sont nulles, ce sont des sanctions qui ne sont pas applicables, qui vont être contestées et contestables en justice. Ne pas respecter la procédure, par exemple, en ne consultant pas le CSE sur le projet de règlement intérieur, ça peut être constitutif d'un délit d'entrave. Et puis ne pas avoir un règlement intérieur en bonne et due forme, c'est-à-dire régulier lorsque l'on est astreint à cette obligation, c'est ce que vous disait Lionel au début de son intervention, c'est une contravention de 4e classe, donc c'est pénalement sanctionné. Donc il faut veiller à bien respecter toute cette réglementation. Vraiment, dernière phrase, l'entrée en vigueur du règlement intérieur, il faut prendre le temps de le faire parce que le règlement intérieur va comporter sa date d'entrée en vigueur et sa date d'entrée en vigueur, ce n'est pas le jour où je le dépose, ça ne peut pas être avant 1 mois après. Pourquoi? Parce qu'on l'envoie à l'inspection du travail et il faut que l'inspecteur du travail ait le temps quand même de faire d'éventuelles observations avant l'entrée en vigueur du document. Voilà pour ces quelques informations sur les formalités. Je crois que la conclusion, même si je vais redonner la parole à Lionel pour la conclusion et puis pour répondre aux questions, mais la conclusion de cette intervention, c'est quand même de se dire qu'un règlement intérieur, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas sur la base d'un modèle qu'on peut trouver sur Internet parce que oui, on va en trouver beaucoup, mais il faut vraiment y réfléchir parce que le règlement intérieur, c'est un instrument très utile pour l'employeur et même indispensable dans certaines situations et ça doit être adapté quand même à la taille de l'entreprise, à son activité et aux impératifs auxquels elle doit faire face et qui sont liés à son activité. Donc, on ne fait pas ça sans bien y réfléchir. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, nous en terminons sur notre présentation et avant de vous laisser, on voulait répondre à quelques-unes des questions qui nous sont posées dans la boîte à questions. Alors je vous confirme, parce que c'est un des éléments que notre présentation vous sera transmise par mail, la version complète et pas le PowerPoint qui ne comporte pas beaucoup d'informations. Alors pour répondre à quelques-unes de vos questions, Valérie qui nous interroge sur la notion d'établissement et savoir si on a l'obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur dans des établissements qui vont de 2 à 180 collaborateurs. Comment ça fonctionne? J'aurais tendance à vous dire que ça fonctionne un peu comme la notion d'établissement distinct en matière de représentation du personnel. À partir du moment où vous avez un établissement qui dépasse le seuil de 50 salariés sur 12 mois consécutifs, cet établissement doit, pour lui-même et dans son périmètre,
mettre en place un règlement intérieur selon les mêmes modalités que ce qui vous a été expliqué. En pratique, ce règlement intérieur, de deux choses l'une, soit c'est quasiment le même, voire le même que celui de l'entreprise, soit, et plus vraisemblablement, il devra comporter les mesures d'adaptation des normes prévues dans le règlement intérieur, d'adaptation à l'établissement. Il est possible que vous ayez des règles de sécurité un peu différentes, des problématiques en termes de neutralité qui ne sont pas les mêmes que celles de l'entreprise, ou des problématiques en termes d'alcool ou de stupéfiants qui sont spécifiques, en quel cas vous pouvez adapter votre règlement intérieur aux contraintes spécifiques de l'établissement. En tout état de cause, à partir du moment où vous avez un établissement qui dépasse les 50 salariés, vous avez l'obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur d'établissement. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les petits établissements qui font moins de 50 salariés? Eh bien, eux sont couverts par le règlement intérieur de l'entreprise. Voilà. Maintenant, dans votre règlement intérieur de l'entreprise, vous pouvez avoir des dispositions propres à certaines situations, à certains établissements, quand cela l'exige. Voilà. J'espère avoir répondu à cette première question. Vous aviez une autre question à propos du télétravail. Est-ce que Émilie ou Emmanuel, vous voulez prendre en charge la réponse à cette question? Je m'y attelle avec plaisir, hein, mais Émilie, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux y répondre? Oui, bien sûr. Alors, la question du télétravail, effectivement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point les salariés sont friands de pouvoir télétravailler. Donc, ça pourrait être intéressant et une bonne idée de tirer finalement comme sanction la suppression du télétravail. Mais néanmoins, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le règlement intérieur, la suppression du télétravail n'est pas une sanction disciplinaire à proprement parler, puisque en général, la mise en place du télétravail, alors qui se fait par accord, par note, en général, effectivement, encadre les conditions de travail du salarié et donne le plus souvent lieu à un avenant au contrat de travail. Donc, si en réalité, vous souhaitez user comme sanction la suppression du télétravail en raison d'un comportement fautif du salarié, ben, malheureusement, vous allez changer et toucher à son contrat de travail en lui-même. Et donc, ça supposerait en réalité une modification, et ça pourrait entraîner une modification des conditions de travail, voire même du contrat de travail en lui-même. Donc, effectivement, malheureusement, on ne pense pas que ça soit très opportun de sanctionner, si vous voulez, un collaborateur en lui supprimant une journée de télétravail ou ses modalités de télétravail. Après, tout dépend aussi comment est rédigée votre note ou votre accord sur le télétravail, dans quelles conditions, puisque vous savez que vous devez prévoir dans ces fameuses notes et accords les conditions dans lesquelles on repasse à 100% en présentiel ou on passe en télétravail. Et ces conditions-là sont prévues normalement dans les accords, donc il faut que vous respectiez ce formalisme-là. Mais en tout état de cause, à mon avis, ça me paraît très délicat de le considérer comme étant une sanction disciplinaire. Merci Émilie, je confirme effectivement c'est plutôt une mauvaise idée selon moi. Parmi les questions qui nous ont été posées, celle d'Elisabeth, que se passe-t-il du règlement intérieur dans des situations de fusion? Est-ce qu'on applique celui de la société absorbante, celui de la société absorbée, ou doit-on faire un propre? En fait, le règlement intérieur suit les règles de la mise en cause du statut collectif lorsqu'il y a une modification de la situation juridique de l'employeur. Et donc, en pratique, le règlement intérieur de la société absorbée ou de l'établissement absorbé disparaît de plein droit au moment de son absorption. Et donc, on doit appliquer le règlement intérieur de l'entreprise absorbante. Attention, la problématique, c'est que ce règlement intérieur peut ne pas du tout être adapté à l'entreprise qui va être absorbée et il est probable, et il est même recommandé, de mettre à jour son règlement intérieur pour tenir compte des spécificités propres à l'entreprise que vous aurez absorbée. Donc voilà, il faut se méfier de cette partie-là. On a l'exemple très concret chez un de nos clients où à la suite de différentes fusions, on se retrouve avec un règlement intérieur qui n'est pas tout à fait adapté à toutes les situations. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Alors attention, en revanche, pour la problématique des règlements intérieurs d'établissement, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. On pourrait considérer qu'à partir du moment… alors, je reprends l'hypothèse, une société est absorbée et cette société comporte plusieurs établissements.
Ces établissements ont plus de 50 salariés et ont un règlement intérieur d'établissement. Vraiment, on est dans les sous-catégories. À partir du moment où le règlement intérieur de l'entreprise tombe, on pourrait considérer que celle des établissements tombe. Maintenant, si on suit la position, la jurisprudence sur la mise en cause de la situation juridique de l'employeur, l'établissement en lui-même, s'il demeure un établissement au sens strict du terme, lui n'a pas bougé en tant que tel et le règlement intérieur d'établissement pourrait ne pas être impacté. Maintenant, je pense que c'est très délicat d'avoir un règlement intérieur d'établissement d'une société absorbée qui n'est pas impactée et qui n'a pas bougé, alors qu'on va appliquer pour l'entreprise le règlement intérieur de la société absorbante. Donc, dans tout ça, le meilleur des conseils, c'est parmi les formalités que vous prévoyez, prévoir de remettre à plat votre règlement intérieur une fois la fusion effectuée. On va reprendre deux petites dernières questions. On a une question de Catherine sur les déménagements. Emmanuel, si tu veux y répondre, parce que ça touche aux formalités. Oui, et je dois dire que c'est une très bonne question qui me laisse un tout petit peu perplexe. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire en cas de déménagement, bon, très clairement, si on reste dans le même ressort judiciaire, donc on relève de la même compétence du greffe et de l'inspection du travail, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois qu'il faut aussi s'interroger sur le point de savoir si nos nouveaux locaux, s'il n'y a pas des spécificités qui appelleraient éventuellement une modification du règlement intérieur, auquel cas il faudrait respecter les formalités, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure, quand on modifie le règlement intérieur, on réapplique la même procédure, consultation du CSE, dépôt au greffe, dépôt inspection du travail et publicité. Après, si on ne change rien du tout, est-ce qu'il faut l'envoyer au nouveau greffe? Instinctivement, je dirais oui, pourquoi pas, parce que de toute façon, il faut quand même que le greffe qui soit dans le ressort duquel on est situé ait connaissance de notre règlement intérieur, donc ça pourrait être recommandé. Mais ça impliquerait éventuellement de redéposer tous les accords, de réinterroger l'inspection du travail alors qu'on n'a pas forcément eu d'observation du précédent inspecteur du travail. Donc, j'ai une petite réserve. Je dirais que c'est mieux de le faire, mais je ne suis pas certaine à 100% que ce soit impératif. Effectivement, ce n'est pas une question simple et on se retrouve régulièrement pour ces problématiques à être entre les lignes et à devoir ménager entre guillemets la chèvre et le chou et trouver la solution qui permet de mieux couvrir l'employeur dans ces situations. Une dernière question que je vais passer à Émilie, puisqu'on est sur les problèmes de contrôle liés à la drogue. Peut-on le prévoir pour toutes les fonctions qui nécessitent des déplacements, notamment avec des véhicules de service, ou est-ce insuffisant? Oui, effectivement, j'ai vu cette question. Alors, comme on est en matière de contrôle de stupéfiants, l'exigence qui est la suivante, c'est de lister les postes à risque. Donc, il ne suffit pas, malheureusement, d'indiquer que les collaborateurs qui sont amenés à effectuer des déplacements avec des véhicules de service ou même des voitures de fonction pourraient faire l'objet d'un contrôle de dépistage. Il faut, à mon sens, expressément lister, à savoir si c'est un chauffeur, un conducteur d'engin, un commercial qui utilise un véhicule de service, mais il faut qualifier le poste en tant que tel et pas uniquement la nature des tâches qui sont confiées aux collaborateurs, parce que ça, c'est valable pour l'alcoolémie, mais à mon sens, ce n'est pas valable et ce n'est pas ce qui est exigé pour les contrôles de stupéfiants. Donc, il faut être un tout petit peu un peu plus précis et lister expressément les postes, la catégorie des postes. Voilà. Voilà, merci beaucoup Émilie. Écoutez, je pense que nous avons répondu à la majorité des questions. Merci de vos interventions à tous et de votre écoute pour nous avoir suivis. Merci à Emmanuel et à Émilie pour leur participation à mes côtés à ce webinaire et merci évidemment au MEDEF de l'Est parisien pour avoir organisé cette séance de webinaire sur le règlement intérieur. Et puis pour tout le soutien logistique qui a été nécessaire pour que tout cela fonctionne. Donc merci encore à eux, merci à vous tous et puis n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées, les coordonnées du MEDEF pour toutes vos éventuelles questions si nous n'avions pas été totalement complets et exhaustifs sur ce règlement intérieur. Nous avons couvert les parties qui nous apparaissaient les plus prégnantes, les plus importantes. Il y en a de nombreuses autres, on l'a bien vu dans vos questions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ça n'est
Le premier conseil qu'il faut retenir, éviter de prendre un règlement intérieur tout fait sur Internet et de le mettre en place sans autre formalité. Je pense que c'est le meilleur des conseils que nous pourrons vous donner ce matin. Voilà. Ben, je me remercie à tous et puis à un prochain rendez-vous pour un webinaire en partenariat avec le MEDEF avec grand plaisir. Au revoir. Merci Lionel, au revoir à tous. Au revoir Bonne à journée. tous.